Que feriez-vous si la marque automobile la plus puissante au monde vous offrait le symbole ultime du prestige, une voiture conçue uniquement pour vous? Pour la plupart, la réponse serait un « oui » immédiat. Mais que se passerait-il si un dirigeant disait « non » ? Dans cette histoire extraordinaire, nous révélons le moment choquant où Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a rejeté une offre unique en son genre de la part de BMW. Pas pour des raisons politiques, ni pour attirer l'attention, mais pour une raison qui a ébranlé le monde et remis en question tout ce que nous pensions savoir sur le pouvoir, l'humilité et ce qu'est véritablement le leadership dans un monde obsédé par le luxe. Restez avec nous jusqu'à la fin, car il ne s'agit pas seulement d'une histoire de voiture. C'est l'histoire d'un homme qui a osé réécrire les règles. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants, des moments de célébrité incognito et des histoires de leadership qui vous feront repenser le monde. Plongeons dans l'histoire. Que feriez-vous si la marque automobile la plus prestigieuse au monde vous proposait de créer un chef-d'œuvre conçu uniquement pour vous, une voiture qu'aucun autre dirigeant, roi ou célébrité ne pourrait posséder? Un symbole roulant de statut, d'innovation et de pouvoir absolu. La plupart des leaders n'hésiteraient pas. Mais lorsque BMW, joyau de l'ingénierie allemande, a contacté le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, le monde s'attendait à une réponse bien différente. Tout a commencé discrètement, par une lettre scellée d'or, une invitation personnelle du PDG de BMW proposant de concevoir un véhicule de luxe en édition limitée, taillé sur mesure selon la vision de Traoré, avec une technologie de pointe et les matériaux les plus raffinés jamais assemblés dans une voiture. Pour BMW, ce n'était pas qu'un cadeau. C'était une déclaration, l'Afrique méritait son moment sous les projecteurs mondiaux. Et quoi de mieux pour célébrer une nouvelle ère de leadership africain que de placer Traoré au volant d'une voiture unique au monde, rivalisant avec tout ce que les royaumes, les milliardaires ou les chefs d'État avaient pu voir? Les médias mondiaux se sont emparés de l'offre. Les gros titres ont fusé en Europe et aux États-Unis, l'hommage ultime de BMW à l'étoile montante de l'Afrique, Traoré recevra une voiture de luxe BMW unique en son genre, le leader humble d'Afrique entre dans le monde de l'élite du luxe. Les spéculations allaient bon train, Traoré accepterait-il? S'intégrerait-il enfin au monde scintillant de la haute société que tant de leaders africains avant lui avaient adopté? Sur les plateaux de télévision et les podcasts, les experts débattaient, un tel geste signalerait-il l'arrivée de l'Afrique sur la scène mondiale, ou trahirait-il l'image d'humilité que Traoré avait si soigneusement cultivée? Au Burkina Faso, l'atmosphère était plus lourde. Dans les marchés et les écoles, les gens murmuraient. Ils n'avaient pas de smartphone pour Twitter leurs opinions, mais ils se demandaient, leur président oublierait-il les luttes, la poussière, la faim? Pendant ce temps, les blogs et influenceurs du monde automobile célébraient l'initiative audacieuse de BMW, anticipant un lancement spectaculaire à Berlin, Paris ou Dubaï, avec des images de Traoré serrant la main des dirigeants, assis dans des sièges en cuir valant plus que le revenu annuel d'un village entier. Mais ce que le monde ignorait, c'était l'homme derrière l'image. Ibrahim Traoré écoutait tout ce bruit. Il entendait les éloges, les suppositions, les projections. Mais, seul dans son bureau, face à la proposition, il savait déjà au fond de son cœur que cette histoire ne se terminerait pas comme le monde l'attendait. Dans le palais présidentiel, l'attente était palpable. Jean-Louis, le conseiller média du président, arpentait la pièce, serrant la proposition de BMW comme un trophée. « Monsieur le Président », commença-t-il, la voix tremblante d'excitation, ce n'est pas juste une voiture. C'est un symbole. Une déclaration mondiale que le Burkina Faso n'est plus dans l'ombre. Traoré restait silencieux, assis à une longue table en acajou, ses mains posées calmement sur les documents. Autour de lui, ses conseillers les plus proches échangeaient des regards enthousiastes, impatients, parfois avides. Certains murmuraient que la voiture pourrait servir de geste diplomatique, un pont vers les investisseurs occidentaux, un moyen de polir l'image de Traoré dans les capitales européennes. Ils offrent une personnalisation totale, poursuivit Jean-Louis, feuilletant des pages brillantes montrant des intérieurs en cuir cousu main, une technologie solaire, des tableaux de bord incrustés de diamants. Imaginez le message que cela envoie lorsque vous arriverez au prochain sommet de l'Union africaine au volant de ce chef-d'œuvre. Traoré se cala dans son fauteuil, observant la pièce. Il les écoutait, mais quelque chose en lui refusait de répondre. La salle bourdonnait d'énergie, étouffant le conflit silencieux qui grandissait dans le cœur du président. Le PDG de BMW avait tout donné. Il avait proposé non seulement la voiture, mais d'inclure Traoré dans le processus de conception, une touche personnelle pour flatter, séduire, impressionner. Ils envisageaient de dévoiler la voiture lors d'un salon automobile mondial, de diffuser ce partenariat en direct sur tous les continents.
Le message était clair, le Burkina Faso était arrivé. Jean-Louis insista, murmurant, « Monsieur, ce n'est pas seulement du luxe. C'est de la diplomatie. Vous ne pouvez pas toujours diriger les pauvres. Le monde respecte ce qu'il voit. » Traoré prit enfin la parole, sa voix douce mais lourde, « Que vois-tu, Jean-Louis ?» Ce dernier cligna des yeux. « Monsieur ?» Traoré le regarda droit dans les yeux. « Quand tu vois cette voiture, que vois-tu » Jean-Louis hésita. « Pouvoir, prestige, influence. » Le président hocha lentement la tête. « C'est le problème, » murmura Traoré. Son esprit s'égara, loin de la voiture, loin des caméras, vers les villages qu'il avait traversés pieds nus enfants, les enfants aux chaussures usées en plastique, les femmes transportant de l'eau sous un soleil brûlant. Il se souvenait des mains crevassées de sa mère, tremblantes d'épuisement alors qu'elle remuait une marmite de bouillie qui nourrissait à peine la famille. Il se souvenait des promesses qu'il s'était faites, seul sous les étoiles, bien avant de s'asseoir dans ce fauteuil. Il avait juré que le pouvoir ne l'aveuglerait jamais. Pourtant, il était là, poli, scintillant, attendant. Et dans ses murs, même ses conseillers les plus fidèles ne voyaient pas le danger de cet éclat séduisant. Traoré savait que la voiture n'était pas le problème. C'était le message. Et s'il l'acceptait, le message serait clair, « Mon confort passe avant le vôtre. » Il se leva de son siège. La pièce plongea dans un silence tendu. « Je vous donnerai ma réponse demain, » dit-il simplement, mais dans son cœur, il savait déjà. Le lendemain matin, le monde retint son souffle. La capitale du Burkina Faso s'éveilla dans une frénésie médiatique sans précédent. Des reporters internationaux s'entassaient dans la salle de presse, les caméras prêtes à capturer un spectacle qu'ils pensaient historique. Tous s'attendaient à ce que le président Traoré annonce son acceptation, peut-être même dévoile la première esquisse de sa BMW sur mesure. L'atmosphère était lourde d'anticipation. Dans la grande salle, des journalistes de Paris, New York, Berlin et Pékin griffonnaient des notes, prêts à immortaliser le moment où Traoré rejoindrait l'élite mondiale. Traoré entra, calme, posé, vêtu de sa tunique simple habituelle, sans costume de marque, le visage impassible. Les murmures s'éteignirent. Il s'approcha du pupitre. Son regard balaya la salle, croisant les yeux des journalistes internationaux, des reporters locaux, des assistants, des gens regardant sur de petits écrans dans des cafés poussiéreux de village. Il ajusta le micro. Pendant un instant, il ne dit rien, puis, doucement mais fermement, il commença, « Je tiens à remercier l'équipe de BMW, » dit Traoré, sa voix empreinte d'une douceur inattendue. Leur offre était généreuse, leur vision impressionnante. Des sourires parcoururent la salle. Certains reporters échangèrent des regards complices, convaincus que l'acceptation suivrait. Mais Traoré poursuivit, « Il ne s'agit pas de voiture, de design ou de technologie. » Il marqua une pause. « Il s'agit du message que nous envoyons. » La salle se figea. Les sourires s'effacèrent. « Mon peuple, » dit-il, haussant légèrement la voix, « marche des kilomètres pour de l'eau. Ils font la queue pendant des heures dans des hôpitaux sans assez de médicaments. Leurs enfants rêvent de salles de classe avec de l'électricité. » Il posa la main sur le pupitre, stabilisant son souffle. « Comment puis-je, en tant que leur dirigeant, conduire une voiture valant plus qu'un district scolaire rural entier ?» Des exclamations emplirent la salle. « Je ne peux pas accepter ce cadeau, » déclara Traoré. La salle se pétrifia. Les flashs des appareils photo crépitèrent, mais les visages derrière les objectifs étaient figés de stupeur. « Je ne peux pas et je ne veux pas, » répéta-t-il, sa voix plus ferme. Parce que le leadership n'est pas une question de confort. C'est une question de sacrifice. C'est servir ceux qui n'ont pas de voix dans ces salles, qui ne s'assiéront jamais dans ces fauteuils, qui ne verront jamais des sièges en cuir ou des tableaux de bord incrustés de diamants. Ces mots résonnèrent. Je veux que le monde voie l'Afrique, non à travers le prisme du luxe, mais à travers la dignité de son peuple. Il recula du micro. Pas de geste grandiose, pas de photos posées, juste le silence. Pendant quelques secondes, la salle resta figée. Puis le tumulte éclata. Les reporters criaient des questions, les analystes murmuraient frénétiquement au téléphone. Les réseaux sociaux s'enflammèrent en quelques minutes avec des titres comme « Traoré rejette le cadeau de BMW dans un acte de leadership sans précédent »,« Refus choquant, le président africain choisit son peuple plutôt que le prestige »,« Je ne peux pas conduire pendant que mon peuple marche », la déclaration de Traoré secoue la scène mondiale. Mais Traoré avait déjà quitté la salle.
Son message était passé. Il n'avait pas besoin des caméras pour le suivre. Il n'avait pas besoin de la voiture. Il n'en avait jamais eu besoin. Car le vrai pouvoir, il le comprenait, ne résidait pas derrière un volant de luxe. Il marchait humblement aux côtés du peuple. Lorsque le soleil se coucha sur Ouagadougou, l'histoire avait déjà explosé à travers le monde. Le refus de Traoré n'était pas qu'un simple titre. C'était un séisme qui envoya des ondes de choc dans les mondes de la diplomatie, du luxe et du leadership. Les réseaux sociaux s'embrasèrent comme une traînée de poudre. Des hashtags comme #Traoré refusez-moi, #leadership avec dignité, #Afrique parle fort devinrent viraux, non seulement en Afrique, mais à Londres, Tokyo et Los Angeles. Cependant, les réactions étaient aussi divisées que le monde lui-même. Dans les cercles médiatiques occidentaux, le ton était complexe. Certains présentateurs et chroniqueurs louaient l'humilité de Traoré comme un rare acte de leadership dans un monde obsédé par l'image. Ils le comparaient à des figures historiques ayant rejeté le luxe par solidarité avec leur peuple. En une nuit, des articles d'analyse inondèrent Internet, ce que les leaders occidentaux peuvent apprendre de Traoré, la voiture qu'il a refusée, un symbole d'intégrité à l'ère de l'excès. Mais tout le monde n'était pas de cet avis. Des critiques, notamment dans les publications économiques et les blogs automobiles, raillaient sa décision, la qualifiant de naïve, voire dangereuse. Un article d'un grand magazine européen ironisait, « L'Afrique n'avancera jamais si ses leaders s'accrochent au symbolisme plutôt qu'au progrès ». Un analyste financier, dans un podcast populaire, déclara sans détour, « C'est de l'humilité performative ». Une mise en scène drapée de droiture. Le siège de BMW passa en mode gestion de crise. Leur campagne de relations publiques soigneusement orchestrée s'était spectaculairement retournée contre eux. Leurs réseaux sociaux, autrefois remplis d'esquisses élégantes, étaient désormais inondés de commentaires comme « Du luxe pour qui ? Traoré a raison, on ne mange pas des sièges en cuir, BMW a essayé d'acheter un héritage, Traoré en a créé un sans eux ». En Afrique, la réaction fut sismique. Dans des pays comme le Nigeria, le Sénégal et l'Afrique du Sud, Traoré devint une icône instantanée de l'intégrité. Des mèmes, des chansons et des fresques murales surgirent en son honneur. Les jeunes Africains envahirent TikTok avec des vidéos célébrant ce moment, tandis que des poètes et artistes oraux composaient des vers intitulés « La voiture dont il s'est détourné ». Même les dirigeants de pays voisins, souvent critiqués pour leur penchant pour l'opulence, durent réagir. Certains l'applaudirent publiquement. D'autres restèrent silencieux, conscients que le vent de l'opinion publique avait changé de manière incontrôlable. Pour la jeunesse africaine surtout, les mots de Traoré résonnèrent plus profondément que n'importe quel moteur de voiture. Il avait rejeté l'idée qu'il fallait se parer de symboles étrangers de richesse pour être puissant. Il leur avait montré, par ses actes et non par des discours, qu'il suffisait, que leur dignité n'avait pas besoin d'être validée par des sièges en cuir ou une ingénierie allemande. Mais au-delà de l'Afrique, dans les couloirs de la diplomatie mondiale, le refus de Traoré devint un sujet brûlant. Certains diplomates murmuraient sur un possible contre-coup, rejeter un cadeau aussi prestigieux de BMW pourrait offenser des alliés occidentaux. D'autres, cependant, reconnurent le génie de son geste. Un diplomate africain expérimenté confia à un journaliste, hors micro, il réécrit les règles. Traoré n'avait pas seulement refusé une voiture, il avait rejeté un système. Et d'une certaine manière, le monde ne pouvait s'arrêter de regarder. L'homme qui refusait de briller était, ironiquement, devenu la lumière la plus éclatante. Dans les jours qui suivirent, le monde spécula. Pourquoi Ibrahim Traoré avait-il rejeté une offre que la plupart des dirigeants auraient acceptée sans hésiter? Était-ce du théâtre politique, une manœuvre calculée pour renforcer son image de président du peuple? Le monde voulait des réponses. Puis vint un moment inattendu, Traoré accepta une interview exclusive avec la célèbre journaliste internationale Elena Morris, connue pour ses entretiens percutants avec les leaders mondiaux. Le cadre était volontairement modeste, un centre communautaire en périphérie de Ouagadougou. Pas de costume, pas de scène, juste 2 chaises, une table et le bourdonnement discret de la ville au loin. Elena posa la question que tous attendaient, « Monsieur le Président, pourquoi avez-vous refusé la voiture? Pourquoi rejeter quelque chose qui, aux yeux du monde, symbolise le progrès et le prestige ?» Traoré sourit doucement, mais ses yeux portaient le poids de 1000 histoires non dites. « Ce n'est pas une question de voiture, Elena, commença-t-il doucement. C'est ce que cette voiture aurait dit de moi à mon peuple. » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec la précision d'un homme conscient de leur gravité. « J'ai grandi pieds nus.
Ma mère parcourait 8 kilomètres chaque matin pour puiser de l'eau dans un puits à moitié asséché. Je revois mon père réparer la même paire de chaussures pendant des années, faute de pouvoir en acheter une nouvelle. Sa voix trembla légèrement, non de faiblesse, mais de mémoire. Et maintenant, on me demande de conduire une voiture dont le moteur coûte plus cher que le village où je suis né. Quel message cela envoie-t-il aux enfants qui marchent encore sur ces routes poussiéreuses? Elena insista doucement, mais certains diront qu'un dirigeant doit montrer de la force, que les symboles comptent sur la scène mondiale. Traoré hocha la tête. Les symboles comptent, en effet. Mais quel symbole veux-je incarner? Le dirigeant derrière des vitres blindées et des tableaux de bord incrustés de diamants, ou celui qui s'assoit sous un arbre, écoute son peuple et marche sur les mêmes routes qu'eux. Il se pencha en avant. Le pouvoir sans humilité n'est que vanité, Elena. Je refuse de laisser croire à mon peuple que diriger, c'est se détacher d'eux, s'élever au-dessus d'eux. Un silence s'installa. Même Elena, pourtant aguerrie, admit plus tard avoir eu la gorge nouée à ce moment-là. Traoré parlait non pas comme un président, mais comme un fils, un père, un homme qui n'avait jamais laissé les murs de son palais le séparer du pouls de sa nation. Il raconta des anecdotes, ses visites impromptues dans des cliniques villageoises, ses moments assis par terre avec des agriculteurs, écoutant plutôt que commandant. Mon peuple mérite un dirigeant qui marche à leur côté, pas devant eux dans une voiture importée qu'ils ne toucheront jamais. L'interview devint virale du jour au lendemain. Des extraits de ses paroles inondèrent les réseaux sociaux, transformant son refus de BMW en une conversation mondiale sur le leadership, l'humilité et le véritable coût du pouvoir. À ce moment, Ibrahim Traoré n'était pas seulement un dirigeant. Il incarnait un autre type de pouvoir, celui qui n'a pas besoin d'un véhicule de luxe pour déplacer des montagnes. Les mois passèrent, mais les répercussions de ce refus légendaire continuèrent de se propager bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce qui avait commencé comme un simple « non » à une voiture de luxe s'était transformé en quelque chose qu'aucune campagne de relations publiques n'aurait pu orchestrer, un mouvement. Le refus de Traoré inspira des débats dans les conseils d'administration, les salles de classe et les salons à travers le continent. De jeunes entrepreneurs africains parlèrent ouvertement de la « doctrine Traoré », l'idée que le leadership se mesure non par le confort personnel, mais par la proximité d'un dirigeant avec les luttes quotidiennes de son peuple. Porté par cet élan, le gouvernement de Traoré annonça un projet ambitieux, l'initiative de mobilité populaire. Au lieu d'importer des voitures de luxe, le Burkina Faso investirait dans le développement d'un véhicule électrique local, abordable, conçu pour ses routes, son peuple, son climat. La voiture, nommée Burkina 1, devint un projet national. Elle n'était pas élégante comme une BMW, dépourvue d'or ou de bois poli, mais elle était abordable, durable, efficace et construite par des ingénieurs locaux formés grâce à des collaborations internationales négociées par Traoré lui-même. En 2 ans, les premiers modèles sortirent des lignes d'assemblage. Traoré ne fut pas le premier à en recevoir un. Le tout premier Burkina 1 fut livré à une enseignante rurale qui, pendant des décennies, avait marché des kilomètres pour rejoindre son école chaque jour. Ses larmes en recevant les clés devinrent l'image de couverture des journaux, de Nairobi à New York. Traoré ne s'arrêta pas là. Dans un geste qui surprit même ses plus proches alliés, il mit aux enchères les esquisses originales que BMW lui avait envoyées, celles censées le séduire. Les dessins se vendirent pour des millions lors d'une vente aux enchères caritatives à Genève. Chaque centime fut directement investi dans des programmes d'éducation rurale au Burkina Faso. Les actions de Traoré résonnèrent bien au-delà de l'Afrique. En Europe et en Amérique, des groupes de réflexion, des universités et des forums de leadership débattirent de ce qu'ils appelèrent le « leadership minimaliste ». Les dirigeants, se demandaient-ils, pouvaient-ils encore inspirer le respect sans les symboles de pouvoir auxquels ils s'étaient accrochés pendant des générations? La simplicité et l'humilité pouvaient-elles devenir la nouvelle monnaie de l'influence? Même BMW, initialement déconcerté par le refus, tendit à nouveau la main, proposant cette fois d'investir dans des initiatives de transport durable à travers l'Afrique, non comme une opportunité de branding, mais en tant que partenaires égaux. Et tandis que le monde observait, une chose devint claire, Traoré n'avait pas rejeté une voiture. Il avait réécrit le scénario. Dans les rues de Ouagadougou, des fresques fleurirent sur les murs. L'une d'elles montrait Traoré marchant pieds nus aux côtés de villageois, avec les mots « Un dirigeant qui a refusé le trône d'acier ». Les enfants grandirent en apprenant l'histoire du moment où leur président avait dit non, et comment ce non avait construit quelque chose de bien plus durable qu'aucune voiture. Et quelque part, discrètement, Traoré poursuivait son travail, refusant toujours les cortèges de véhicules de luxe, continuant de marcher dans les rues, d'écouter.
Car pour lui, le leadership n'avait jamais été une question d'être vu derrière des vitres teintées. Il s'agissait d'être vu parmi son peuple. Parfois, le véhicule le plus puissant n'est pas celui que l'on conduit, mais celui que l'on construit ensemble. Dans un monde qui vénère le clinquant, le pouvoir et les machines rutilantes, un homme a dit non. Pas parce qu'il ne pouvait pas l'avoir, mais parce qu'il comprenait quelque chose que la plupart des dirigeants oublient, le leadership ne consiste pas à s'élever au-dessus du peuple. Il s'agit de marcher à ses côtés. Le refus d'Ibrahim Traoré fut plus qu'un acte d'humilité. Il devint un message pour chaque jeune, chaque dirigeant, chaque nation. Le geste le plus puissant est parfois celui qui ne fait pas les gros titres ni les salons de luxe. Il réside dans le « non » discret qui résonne plus fort que le rugissement d'un moteur. Alors, nous vous posons la question, que feriez-vous? Prendriez-vous la voiture ou marcheriez-vous avec votre peuple? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez cette histoire si elle vous a touché. Car parfois, ce sont les dirigeants qui refusent de briller qui finissent par éclairer le monde.